Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Et c'est une autre tempête que nous subissons en ce moment, une tempête géopolitique on pourrait le dire, puisque les conséquences du conflit entre Israël et le Hamas se font sentir jusque dans notre pays. On en a parlé hier, on va en parler aujourd'hui. Quel défi ça pose à la France dans un monde en pleine désoccidentalisation? C'est la thèse en tout cas de notre invité qu'on recevra à 13h pour le face-à-face, Max Erwan Gastineau. L'ère de l'affirmation, quand Erdogan s'affirme contre l'Occident, c'est-à-dire contre nous également. On va en parler de 13h à 14h. À midi et demi, André Bercoff, envoyé spécial depuis Tel Aviv, en direct d'Israël, comme toute la semaine. Le point sur les libérations d'otages, ces familles des otages israéliens qui attendent leurs proches retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. On va parler aussi d'un État en guerre et qui attend, avec à la fois terreur et impatience, une opération terrestre qui se dessine davantage chaque jour. Avant ça, que se passe-t-il dans notre pays? On va vous emmener dans le dernier département français, celui qui manque d'eau. Mayotte, où un ministre est en déplacement aujourd'hui et où Gérald Darmanin ira plus tard. Mayotte qui n'a toujours pas d'eau potable. Mayotte où les habitants sont obligés de ne pas tirer la chasse pendant plusieurs jours. Ça vous donne une idée de ce qu'ils traversent chaque jour. On en parlera avec l'une de nos invitées en direct de Mayotte. Et avant ça, parlons de ce qui se passe dans nos prisons, puisqu'un nouveau triste record a été battu. La France compte 74 342 prisonniers au 1er octobre. C'est 122,2% d'occupation de nos prisons. On sera en direct de Perpignan, la prison la plus occupée de France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le fait du jour. Et on revient dans la métropole avec ce triste record qui a été à nouveau battu hier. La France compte désormais 74 342 prisonniers au 1er octobre dernier pour seulement 60 850 places opérationnelles. Ça signifie bien que nos prisons sont occupées à 122,2% de leur capacité. Si on était dans l'aérien ou si on prenait un avion, on appellerait ça du surbooking. Il se trouve que ça fait des décennies que les différents gouvernements promettent la construction de nouvelles prisons et pour l'instant, on n'arrive toujours pas à avancer. Est-ce que ce sont des bonnes conditions pour permettre une éventuelle réinsertion de nos prisonniers une fois qu'ils sont libérés et qu'ils ont purgé leur peine? Est-ce que ce sont aussi des conditions dignes? On peut en parler. Est-ce que ça n'aggrave pas la situation? Est-ce qu'on ressort de prison dans un état pire que celui dans lequel on était? On va en parler dans un instant avec notre invité. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous êtes sur Sud Radio, vous avez peut-être été prisonnier ou alors vous êtes surveillant pénitentiaire, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour témoigner. On accueille tout de suite notre invité. C'est Pierre Grousset. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire local de l'UFA-PUNSA Justice, du centre pénitentiaire de la ville de Perpignan. Est-ce que, quand je dis que c'est la prison la plus surpeuplée de France, j'ai raison? Oui, bien sûr, on est constamment dans le trio de tête des établissements pénitentiaires de France, donc notamment avec la maison d'arrêt de Nîmes aussi, qui est aussi une surpopulation endémique. Oui, effectivement, à l'heure actuelle, on a 251% de surpopulation pénale dans une maison d'arrêt où il y a 132 places. Et à l'heure actuelle, il y a 330 détenus. Bon, alors concrètement, vous allez nous dire un petit peu... Exactement, les chiffres exacts, 331 détenus. 331. Voilà. Vous allez nous donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on n'est pas en prison, évidemment. Et vous allez nous dire concrètement quel impact ce chiffre a sur votre travail, votre vie quotidienne et celle de vos détenus. Quand on dit qu'on a plus de 2 fois plus de détenus que de places, ça veut dire quoi? Ils dorment par terre? Effectivement, sur la maison d'arrêt de Perpignan, puisque c'est les maisons d'arrêt qui sont le plus touchées en France, vous avez exactement, donc comme je vous disais, 75 détenus qui dorment par terre à même le sol. Donc les cellules sont doublées. Un détenu donc qui range un matelas sous le sol et ils le sortent pour pouvoir dormir. Je rappelle que les cellules font 9 mètres carrés et à Perpignan, c'est un des derniers centres, grands centres de l'Occitanie où il n'y a pas les douches en cellule. D'accord, voilà, donc des cellules de 9 mètres carrés, combien de personnes dans 9 mètres carrés alors? 3 personnes dans 9 mètres carrés, effectivement. C'est assez spectaculaire. Quel impact ça a maintenant pour les surveillants pénitentiaires que vous représentez vous-même?
Déjà pour le personnel, ça pose des problèmes ça crée des tensions. Donc qui dit tension dit agression verbale, physique, dit l'insalubrité aussi, puisque on en entend parler dans les médias. Vous savez qu'il y a une prolifération des punaises de lit, mais pour combattre par exemple les punaises de lit, il faudrait vider carrément un bâtiment, et c'est impossible puisqu'on a un flux constant de surpopulation pénale, de détenus qui sont incarcérés. Donc voilà, mais ça génère de l'agressivité et des agressions envers le personnel, et pas que le personnel, les intervenants, puisque je rappelle quand même en prison, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a des infirmières, on a des personnes qui viennent faire des activités, et puis surtout aussi ça génère de la tension entre détenus, parce que comment voulez-vous gérer quand vous avez plus de place, quelqu'un qui est pas fumeur, qui a pas la même religion, celui qui ronfle, le genre de choses ça encore, je veux dire, ça ne serait que ça, quoi, malheureusement. Mais bon, non, vous imaginez, non, c'est un problème, on n'arrive plus à gérer, on n'a pas assez de cellules, on n'a plus à gérer, quoi. C'est intenable. Vous nous parlez d'incidents, vous nous parlez d'agression. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire l'incident typique ou l'agression typique? Ça se déroule comment et ça démarre comment? Automatiquement, quand un détenu, ils sont 3 en cellule, qu'il y a des problèmes de cohabitation, c'est ça la plupart du temps, c'est des problèmes de cohabitation. Donc, mais malheureusement, on peut pas changer toutes les personnes qui demandent à changer, toutes les personnes incarcérées qui demandent à changer les cellules, c'est impossible. Donc automatiquement, ça crée des tensions. Quand il ouvre la porte, il s'en prend à qui? Il s'en prend au bleu, parce que c'est plus facile de s'en prendre. À l'heure actuelle, les détenus, ils ont moins peur de s'en prendre au personnel pénitentiaire qu'à d'autres détenus. Voilà la réalité du terrain. Alors, est-ce qu'ils ont des armes par moment, ces détenus, ou ceux qui s'en prennent à vous? Automatiquement, ils fabriquent des armes. Ils les fabriquent comment? Ils peuvent les fabriquer avec des bouts de bois taillés, ils peuvent les fabriquer avec des fourchettes, avec des couteaux de cantine. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a notre fléau maintenant, c'est les drones. Donc avec les drones, il peut y avoir des couteaux céramiques détectables au détecteur de métaux, puisqu'en plus on a eu la bonne idée d'arrêter les fouilles à corps en France, pour se conformer aux normes européennes. Voilà. Alors expliquez-nous ce que vous venez de nous expliquer malgré tout. Qu'est-ce que ça veut dire, on a arrêté les fouilles au corps? Les fouilles à corps, en fait, c'est les fouilles intégrales. Vous savez que avant, tous les détenus qui étaient en contact avec l'extérieur étaient fouillés. Quand il y avait une suspicion, de par exemple de passage à l'acte ou de détenus qu'on savait dangereux, on faisait automatiquement une fouille intégrale. Donc ça voulait dire qu'on le mettait à nu concrètement et qu'on le fouillait complètement. Pour des raisons de sécurité. Donc on continue à le faire, mais on peut plus le faire systématiquement. Voilà. Donc avec le nombre d'individus qu'il y a, voilà, c'est une mesure de sécurité qui n'est plus opérationnelle. Voilà, par exemple au parloir, vous pouvez pas fouiller tous les détenus. Alors pourtant ils sont en contact avec la population pénale et qu'on saisit régulièrement de la viande, de l'alcool, des portables, voilà. Mais bon, on peut pas fouiller tout le monde, donc le trafic continue. Bon, je ne parle même pas des drones, mais ça, les drones, ils arrivent directement à la fenêtre. Alors parfois d'ailleurs, vous parliez des portables. Je vais quand même vous faire écouter ce qu'on a pu découvrir avec des yeux écarquillés en regardant les réseaux sociaux et notamment TikTok. Vous avez certains détenus qui se filment et qui font même des recettes de cuisine. Là, on avait l'impression d'être sur Marmiton, le célèbre site, mais c'était dans l'une de vos prisons. Écoutez ça. C'est pas rigolo, mais oui, mais tout à fait. Écoutez ça justement, on va vous le faire écouter. Excusez-moi. Cette vidéo, c'est pour mes taulards, rien que pour mes taulards. Je vais vous montrer 2 petites astuces qui vont changer toute votre détention. Tu prends un coupe-ongle, tu coupes la grille de ton ventilo comme ceci. Tu prends l'intérieur de ta grille et tu le poses sur ta plaque. Grâce à ça, tes gâteaux vont arrêter d'être cramés en bas. Deuxième astuce, avec le reste de la grille, t'enroules ta fourchette que tu vas par la suite ajouter à ton ventilo. Ça te fait un super batteur électrique de nouvelle génération. On va tester ça tout de suite et partir sur un gâteau. Et après, il fait un gâteau. Alors, c'est un moelleux au Nutella. C'est probablement une faute de goût, mais on n'en est plus là. Et ça vous fait rire? Entre nous, il fait un gâteau, il fait un moelleux au Nutella. Bon, ok, mais bon, ce qui me pose le problème, c'est que les armes circulent à détention. Voilà, c'est ça, parce que et je parle pas uniquement de la sécurité personnelle, je suis représentant du personnel. Bien sûr. Dans des bagarres, les trafics, vous savez. C'est dangereux pour les détenus aussi, évidemment. Bien sûr, voilà. Donc voilà. Je vous propose de rester avec nous, Pierre Grousset, puisqu'on va accueillir Bruno au 0826 300 300. C'est un de vos collègues. Bruno, bonjour à vous. Oui, bonjour à tous. Fidèle auditeur de Sud Radio, surveillant pénitentiaire, mais du côté de Béziers. D'abord, vous êtes surpeuplé aussi? Enfin, votre centre pénitentiaire est surpeuplé à Béziers?
Oui, on a une capacité approximative d'un peu moins de 900 personnes. Et bon, ça change tous les jours, parce que comme ça rentre, ça sort. On est à peu près entre 1150 et 1200 écrous. Donc vous subissez vous-même le surcroît de tension qui était décrit par Pierre Grousset ? Oui, je souscris totalement à ce qu'il a dit. La surpopulation carcérale entraîne forcément des détenus qui vivent à 2 ou à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc la promiscuité fait que les tensions sont exacerbées. Vous rajoutez à tout ça un petit peu de drogue, parce que c'est pas fait pour arranger les choses ni leur arranger le cerveau. Donc effectivement, c'est toujours plus facile de s'en prendre au bleu, parce que entre détenus, des fois, ils se font pas de cadeaux, et ils savent que nous avons très peu de moyens de coercition. Donc du coup, c'est sur nous que ça tombe quand on ouvre la porte. Et ça s'arrange toujours pas. Vous avez déjà été agressé ? Oui. Ça s'est passé comment la dernière fois ? Pardonnez-moi de vous le demander, mais c'est important que les gens mettent une image mentale sur votre quotidien. C'est un détenu à qui j'ai refusé parce que tout était fermé le soir, la gamelle, comme on dit, le repas était distribué, il tapait à la porte pour aller récupérer du tabac, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit non, j'ai refermé la porte, j'ai eu les insultes habituelles que je vous passerai ici. Et du coup, quand j'ai ouvert la porte, donc il a continué, il m'a craché dessus. D'accord. Et puis je suis intervenu sur lui, et donc le crachat, insulte, menace. Des collègues sont arrivés, on l'a maîtrisé. Ça c'est, on va dire, malheureusement, c'est du classique. Et c'était quand ça ? C'était au mois de juillet. Bon, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'au moins ça s'est mieux passé depuis. Malgré tout, c'est classique. Vous confirmez que ce genre de scène, malheureusement, est classique pour vos collègues, Pierre Grousset ? Si vous êtes toujours avec nous, Pierre Grousset, en direct sur Sud Radio. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Oui, bien sûr, c'est quotidien, c'est les agressions envers les personnels, les agressions verbales, les agressions physiques. Évidemment, ce qu'a subi le collègue, c'est régulier. Il y a une dizaine de jours, il y a un premier surveillant qui a pris une assiette, on a jeté une assiette à son visage, quoi. Voilà, donc on a dû le maîtriser. Voilà, mais c'est quotidien, c'est le quotidien des surveillants pénitentiaires. C'est des cocottes minutes, nos établissements à l'heure actuelle. Et plus il y a de monde, moins c'est facile. Comment vous voulez faire ? Je sais pas, mais n'importe qui, 132 places, 331 détenus, rien que le chiffre de lui-même par là. Voilà. Question qu'on vous pose à chaque fois, je vais vous la poser à l'un et l'autre, malgré tout, on sait que des portables entrent, on sait qu'il y a des livraisons par drone, ça signifie qu'il faut que quelqu'un passe commande, mine de rien, de la drogue entre, je parle pas des armes qui sont bricolées sur place, mais comment ça rentre ? Par quels moyens ? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à empêcher de la drogue, des téléphones portables de rentrer ? Alors, voilà, alors si vous voulez, il y a pour commencer le parloir, c'est les parloirs famille. Donc puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que les fouilles intégrales n'étaient plus effectuées, donc par exemple la drogue, quand vous passez sous le portique, ça sonne pas. Donc automatiquement la drogue rentre. Après il y a les projections. Donc les projections, les détenus viennent aux abords de nos centres pénitentiaires, des joueurs franchissent le domaine pénitentiaire carrément, ils escaladent les grillages où ils font des portes comme on appelle, et ils viennent projeter dans les cours de promenade. Le problème c'est que quand les projections sont tellement nombreuses que vous ne pouvez pas publier tout le monde. Ils le cachent, ils l'enterrent et après ils le remontent en cellule. Et puis maintenant, on a le phénomène des drones. Et comme notre administration est toujours en retard d'une guerre, on n'a toujours pas les antennes anti-drogue qui débrouilleraient, qui permettrait de nous protéger de ce fléau. Parce que là, maintenant, nous, on n'a plus de projection pratiquement. Si on n'a plus de projection, c'est que ça rentre autre part. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, tous les soirs, on a des drones, et même en journée, maintenant, des drones qui viennent en vol stationnaire, juste devant les cellules, et les détenus les récupèrent. Oui, voilà. Et c'est une guerre qui est systématiquement en retard, en tout cas sur les détenus. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Pierre Grousset, secrétaire local UFAP UNSA Justice du centre pénitentiaire de Perpignan, la prison la plus peuplée de France, la plus surpeuplée de France plutôt. Merci à vous également Bruno depuis Béziers. Merci à vous. Et bon courage à vous tous, en tout cas dans ces centres pénitentiaires manifestement surpeuplés. Restez avec nous. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Direction le tout dernier département français, le gouvernement au chevet de Mayotte, mais Mayotte qui n'a toujours pas d'eau. Mayotte a soif, c'est le nom du collectif de notre invité. Bonjour Racha Mousdikoudine.
Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la coordinatrice de ce collectif Mayotte a soif. Philippe Vigier, le ministre, en visite à Mayotte pour un point d'étape dans la gestion de la crise de l'eau. Alors, à quelle étape de cette dite crise de l'eau on est en ce moment? Vous allez me parler de votre vie quotidienne et de celle des Mahorais sur place. Est-ce que vous avez de l'eau? Non, toujours pas d'eau. Donc là, actuellement, on a dû faire un petit voyage à la Grande Terre parce que nous habitons en Petite Terre pour pouvoir nous nourrir parce que chez nous, il n'y a pas d'eau. Donc là, actuellement, nous sommes chez la tante de mon mari pour avoir un peu d'eau pour aller aux toilettes, pour nous rafraîchir et pour manger à midi. Voilà. Donc vous avez fait combien de kilomètres pour aller chercher de l'eau? Vous allez me décrire tout ça. Alors, je vais vous le mesurer en temps. On a fait à peu près 45 minutes de trajet. De chez nous jusqu'à Kawili pour pouvoir avoir un peu d'eau. Voilà. Donc vous avez rechargé un jerrycan? Vous avez rechargé un jerrycan, une bouteille? Non, pas du tout, parce qu'on n'est pas véhiculé, donc on est venu en taxi, donc on ne peut pas se permettre de porter des jerrycans en marchant. Donc on est en mode survie, on fait le strict minimum pour manger correctement. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, donc au niveau des magasins, on ne sait pas trop si on va réussir à avoir ce qu'il faut. Le marché il est fermé aussi, donc voilà, on a préféré venir. Vous avez raison de prendre vos précautions. Vous allez me dire combien d'eau vous avez pris avec votre famille, pour combien de jours et pour quelle utilisation. Pardonnez-moi d'être aussi clinique, mais j'ai envie que vraiment on se figure ce que vous êtes en train de traverser. Alors là, comme je vous l'ai dit, nous sommes à pied. Donc on ne peut pas prendre de l'eau. S'il y a des bouteilles vides, on va prendre peut-être chacun 2 bouteilles vides maximum, parce qu'on va devoir aller marcher pour aller chercher un taxi et retourner chez nous, prendre la barge. Voilà, donc il y a des petits trajets à pied à faire, environ de 15 minutes en totalité. Donc on va pas pouvoir emmener grand chose. Nos vêtements, on n'a presque pas de vêtements propres. On n'a pas de drap. Ça fait déjà une semaine. Donc nous avons pris la décision, mon mari et moi, de nous séparer des enfants. Donc on a envoyé nos enfants sur l'île de la Réunion parce qu'on ne pouvait pas assurer leur hygiène quotidienne. Des fois, les enfants faisaient jusqu'à 3 jours sans pouvoir prendre de douche, et nous aussi. Donc on a pris cette décision très difficile, très déchirante émotionnellement, de nous séparer des enfants et de les envoyer chez leur grand-mère sur l'île de la Réunion, le département à côté, qui a de l'eau. Voilà. Et ça veut dire, il faut le rappeler, un quotidien sans eau, c'est pas seulement l'absence de bouteilles d'eau dans le frigo, c'est pas de douche, c'est pas de toilette aussi, vous pouvez pas tirer la chasse, enfin il faut quand même s'imaginer ce que ça représente. Exactement. Et pendant combien de jours en général? 3 jours? Non, pendant une semaine pour nous dans notre foyer. Parce que l'eau arrive, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on a dû bricoler. Ça nous a coûté de l'argent, appeler un plombier pour avoir l'eau à la cour. Donc c'est à l'extérieur. Donc en ce moment, l'eau arrive à 2h du matin. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas aller à l'extérieur chercher de l'eau. Parce que voilà, c'est pas sécurisé du tout. Donc souvent, on n'a pas d'eau. Nos réserves, vraiment, on vit vraiment les réserves limite pour se brosser les dents. C'est tout ce que nous avons en général. Alors, par jour. C'est ça notre réserve. Ce qui est déjà ça, mais c'est dérisoire en même temps. Vous avez donc au moins un ministre qui est là en ce moment à Mayotte pour, je le disais, un point d'étape sur la gestion de la crise de l'eau. D'abord, c'est quoi les perspectives de sortie de crise qu'on vous donne à ce stade ? Aujourd'hui, on ne nous donne aucune réponse. Le ministre qui a été accueilli avec des fleurs, avec des chants, comme si c'était le sauveur, alors que la population meurt de soif, avec le sourire aux lèvres, aucun air de gravité, ce qui nous choque dans un département français, comme s'il arrivait dans un territoire conquis, alors qu'on est dans un département français. Des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, d'où les actions en justice que nous avons entamées, d'où le référé liberté que nous allons déposer dans les prochains jours auprès du tribunal administratif pour appeler l'État à sa responsabilité. Aujourd'hui, la France a une armée efficiente qui a les moyens économiques, matériels et humains d'intervenir dans des territoires déserts. Et il y a de l'eau quand l'armée intervient. Et aujourd'hui, l'État ne nous a pas donné la réponse à la hauteur des circonstances telles qu'elle aurait donné dans la même situation à Paris. Alors, on a décrit l'urgence. Parlons maintenant des causes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Mayotte manque d'eau? Est-ce que c'est une sécheresse plus forte que prévu? Est-ce que c'est un problème d'infrastructure? Est-ce que c'est la surpopulation de l'île, du fait notamment de la pression migratoire qui viendrait des Comores voisines? C'est un mix de tout cela. Il faut savoir que les frontières du territoire ne sont pas protégées.
Voilà, c'est tous les jours, il y a des barques clandestines qui rentrent sur le territoire. La frontière, elle est vraiment perméable. Voilà, tout. On voit que les sources d'eau ne sont pas protégées, donc chacun constitue des barrages sauvages et fait ce qu'il veut. Les retenues collinaires sont insalubres, non nettoyées. Bien sûr, il y a des problèmes structurels liés à cette crise, des millions d'euros qui se sont volatilisés sans que l'État puisse nous expliquer aujourd'hui où ils sont passés et quel contrôle il a pu exercer pour pouvoir empêcher ça. Donc, il n'a pas pu le faire. Et donc, voilà, donc une inaction totale de l'État aujourd'hui, parce que on rappelle que même si les collectivités aujourd'hui sont quand même responsables, en partie aussi de la situation, l'État, depuis 1988, est au courant de cette situation. Et je rappelle qu'en 1988, lors de la première crise, chaque foyer à Mayotte avait, pour survivre, un seau d'eau qui était distribué. Donc aujourd'hui, on a la même solution que celles qui ont été proposées en 1988, durant la sécheresse. Sauf que vous êtes beaucoup plus nombreux sur l'île que vous ne l'étiez en 1988. Donc il faudrait encore davantage d'eau. Bon courage à tous les Mahorais et à toutes les Mahoraises. Racha Mousdikoudine, bon courage à vous, vraiment, coordinatrice du collectif Mayotte a soif. On espère que vous pourrez récupérer vos enfants quand vous aurez à nouveau de l'eau le plus vite possible. Allez. Envoyé spécial en Israël, André Berkoff. C'était il y a plus de 3 semaines, le Hamas déclenchait une attaque terroriste conduisant au plus grand pogrom du 21e siècle en Israël. C'était le 7 octobre. Depuis, Israël prépare la reconquête de la bande de Gaza, au moins pour éradiquer, c'est le but affiché, le Hamas. On est en direct de Tel Aviv avec André Berkoff. Bonjour André Berkoff. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue chez vous sur Sud Radio, en direct de Tel Aviv, disais-je, dans un pays toujours en guerre qui attend notamment le retour de ses otages. Alors justement, vous parlez d'otages, Jean-Marie. On vient de vivre une scène assez... c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Vous savez, en plein Tel Aviv, devant le ministère de la Défense, il y a un boulevard et sur 100 mètres, 200 mètres, sur les murs, il y a les photos de toutes les familles des otages, enfin de tous les otages. Il y en a, d'après les derniers chiffres, il y en aurait plus de 230. Et alors c'est évidemment... si vous voulez, c'est extrêmement, quel que soit le parti qu'on a, c'est extrêmement émouvant parce que il y a des vieux, il y a des photos de famille, il y a des vieux, c'est que les otages qui sont affichés sur pratiquement 200 mètres d'avenue, et il y a des bébés, il y a de tout, et de temps en temps, et ça c'est terrible, ils mettent tués. Cela disparu ou tué. Et alors vraiment, il y a quelque chose de très fort, et ils ont fait quelque chose, je crois qu'on l'a peut-être déjà montré à la télévision, c'est que devant le musée des Beaux-Arts de Tel Aviv, vous avez justement une longue table où il y a du pain, où il y a du vin, où il y a des plats, et où il y a 230 chaises, 209 chaises, je ne sais pas compter, mais plus de 200 chaises, style on attend les otages et pour qu'ils rentrent pour le repas. Oui. Et c'est tout à fait, c'est une image assez forte en tout cas de ce qui se passe et ce que les gens ont vu. Et Jean-Marie, on a discuté parce qu'il y a des gens qui sont là et ils sont tous effectivement des gens qui, soit des parents, soit des amis. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit tous, c'est en grosso modo, si d'Israël, vous savez, tout le monde se connaît. Et il n'y a pas une personne qui m'a dit, je n'ai pas soit des amis, soit des amis d'amis, soit des gens qu'on connaît qui sont actuellement retenus. Et ça fait, voilà, c'est le climat, pour vous décrire un climat, il y a incontestablement un climat de très grande, je dirais, douleur et de très grande sidération, je dirais. C'est toujours la sidération, inquiet, etc. Voilà. Oui, le temps s'est arrêté depuis le 7 octobre en Israël. Chose importante et à rappeler, une grande partie de ces otages sont des civils et non pas des soldats de Tsahal. Certains ont été retenus en otage aussi, mais beaucoup sont des civils. Par définition, les bébés ou les personnes âgées, évidemment. Sauf que Israël est en train de conduire des opérations militaires très impressionnantes sur la bande de Gaza, qui font beaucoup de victimes, y compris du côté des civils gazaouis. Est-ce que ça veut dire qu'en Israël, on se prépare à la perte de ces otages parce que malheureusement, la priorité pour Tsahal, c'est d'éradiquer le Hamas et même plus de récupérer un otage? Alors,
c'est ce que nous ont dit hier un général. Juste un mot d'ailleurs. Vous savez, c'est pas le baptême du feu. J'étais au Liban quand il y avait la guerre civile. Il y a eu des moments assez rudes. Mais par exemple, vous savez, ça fait aussi étrange. Vous êtes dans un bus pour entrer de Jérusalem à Tel Aviv, et tout à coup tout s'arrête. Vous voyez des gens sortir des voitures, se précipiter en disant alerte, alerte. Vous dites allez, sortez du bus. Attention aux roquettes. Sur les talus à plat ventre. Je vais dire, bon, comme ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza et qui s'est passé dans les kibboutz, mais c'est quelque chose d'assez... là aussi, vous voyez, quand même ça a duré 1 minute, même pas, que vous sortiez du bus. Bon, ça c'était pour l'anecdote, je dirais. Mais au-delà de ça, oui, nous avons parlé hier avec 2 ou 3 membres des services de renseignement israéliens, évidemment pas d'actifs parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, mais qui sont très 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 proches. En 2 mots, ce qu'ils nous ont dit, ils ont souligné, ils disent on ne veut pas éradiquer le Hamas au sens que on ne veut pas tuer les 30 000 membres du Hamas, mais on veut éradiquer leur capacité militaire. C'est ce qu'ils disent. Ils disent nous n'arrêterons pas tant que le Hamas aura une capacité militaire, que ce soit dans les tunnels, que ce soit sur les missiles, que ce soit sur les armes. C'est-à-dire, en fait, ils veulent par tous les moyens démilitariser au sens littéral du terme le Hamas. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils disent on a subi effectivement, alors 2 choses. On a subi effectivement le mythe d'invincibilité, on en a parlé hier, le service de renseignement, etc. Mais il dit tout ça, on en parlera après. Pour le moment, ce n'est pas la question, ce n'est pas le problème de savoir qui est responsable de quoi. Bien sûr, il y a des responsabilités, mais on en parlera après. Pour le moment, alors ce qu'ils attendent de voir, c'est est-ce que la frontière nord va se réveiller avec le Hezbollah? Eux ne pensent pas. Ils pensent que ça aurait déjà été fait. Ils pensent, d'ailleurs, enfin, encore une fois, je répète ce que me disaient les gens du renseignement. Ils disent, en fait, l'Iran mène une guerre par procuration. Procuration énorme par le Hamas et procuration pour eux par les Yéménites, vous savez, les missiles qui ont été lancés du Yémen. Et on va en reparler d'ailleurs dans un instant. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, parce que malgré tout, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'était peut-être une posture, mais il l'a dit publiquement, tout membre du Hamas est un homme mort. C'était il y a plusieurs semaines, mais après le 7 octobre. Donc malgré tout, c'est un objectif qui a été affiché. Alors vous parlez de ce qui se passe autour d'Israël, vous avez raison. Notez quand même, André, et ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, le Hezbollah s'amuse à communiquer sur ce qu'il pourrait annoncer dans les jours qui viennent, et notamment vendredi prochain, avec des vidéos sur une musique guerrière très énigmatique à la Hitchcock, où on aperçoit le turban de son leader Hassan Nasrallah, une horloge qui tourne et une date. Donc pour l'instant, le Hezbollah fait croire qu'il peut encore faire quelque chose. Alors absolument, non, mais personne ici, en tout cas en Israël, ne l'écarte. Les Israéliens se disent prêts à toute éventualité, y compris une attaque de Hezbollah. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est tout à fait frappant, il faudrait que je vous parle de ça. Ce matin, on a visité un centre. Ce qu'il y a d'intéressant, vous savez, ils étaient totalement divisés. Vous vous rappelez les lois sur la justice, on a vu les manifestations anti-Netanyahou, monstres, hein, on rappelle de masse. On a vu ce qui s'est passé, les soldats qui disaient on n'a plus envie de faire notre service militaire, les réservistes, les gens de l'aviation, enfin les mécaniciens qui disaient mais oui, vous vous embêtez avec tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus intéressant. Et vraiment, ce qu'on peut voir, en tout cas ce qu'on a vu, c'est que tout d'un coup, il y a un peuple totalement mobilisé. Je vous donne 3 chiffres, Jean-Marie. 320 000 réservistes mobilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Israël, c'est pas quand même immense, et des tas de gens ne travaillent plus dans les entreprises, dans les bureaux, etc. Alors, il y a énormément de volontaires, soit à la retraite, soit des jeunes qui pallient à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est la distribution des vêtements, des jouets d'enfants, des nourritures pour chiens. C'est-à-dire qu'on a rapatrié, comme vous savez, 80 à 100 000 Israéliens qui étaient dans les zones, effectivement, visées par les missiles. Ces gens-là ont été placés dans les hôtels. Il y a les problèmes de psychologie des enfants. Il y a des problèmes, évidemment, de nourriture, de médicaments, de vêtements. Ils sont partis vraiment avec rien. Donc, il y a une incroyable solidarité. Et vous savez, ils le font à l'Amazon, à la high-tech. C'est-à-dire
On a vu un centre de distribution, mais il y en a plusieurs comme ça, de 10 000 mètres carrés, on n'a pas eu le temps de tout voir, où les gens viennent classer par vêtements, par nourriture, par tout cela. C'est acheminé ensuite vers tous les lieux où on en a besoin. Et aussi, il y a les gens de la high-tech. Alors, que font les gens de la high-tech? Pour les personnes disparues, ils essaient de savoir, parce que... alors, ça va jusqu'à la reconnaissance par photo, par un détail, par, je ne sais pas moi, un tatouage sur un doigt, etc. Ils nous ont montré ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, dans ce pays, une mobilisation totale. Il n'y a plus de gauche, de droite pour le moment. Ça reviendra. Alors ça, c'est important, parce qu'on va y revenir, mais vous avez raison. Il y a vraiment une mobilisation générale à tous les niveaux. Je veux dire, les grands-pères qui s'occupent des enfants, les high-tech qui cherchent des algorithmes, etc., etc. C'est très sensible. Sauf que, et parlons de ce qui fâche, y compris en Israël. Vous êtes en direct de Tel Aviv, André. C'est peut-être la ville la plus laïque d'Israël, la grande ville la plus laïque d'Israël. Vous l'avez dit, 300 000 réservistes sous les drapeaux actuellement, mais tous les Israéliens ne font pas leur service militaire ou ne font pas l'armée. Et ça fait polémique depuis longtemps dans ce pays. Ça doit le faire davantage encore en ce moment. Les ultra-orthodoxes et les religieux ne font pas l'armée. Tout à fait. Alors c'est en train de changer, on en avait parlé hier, Jean-Marie, c'est en train de changer en ce sens que effectivement, et il y en a même, vous savez, il y a des sectes d'Atorei Karta ultra, je veux dire intégristes, qui reconnaissent même pas l'existence d'Israël et qu'on montre d'ailleurs quelquefois dans les photos avec leur paillotte, tout ça. Non, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Encore une fois, je répète. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. En deux mots, je vous ai parlé hier de Seconde Guerre d'indépendance. Alors, hier soir, on a eu quelqu'un en disant, attendez, c'est pas la Seconde Guerre d'indépendance, en 48, on était là où on était fichus. Je veux dire, il y avait 5 armées arabes contre nous. Là, c'était je veux dire, où on gagnait, où on mourait. Là, il dit autre chose. Il dit, qu'est-ce qu'on est? Et encore une fois, ce qui est très, très frappant, c'est qu'ils disent, le Hamas est venu, et ça il a massacré des civils, pas des militaires. Il a aussi tué des militaires, mais uniquement parce qu'on était israélien, parce qu'on était juif. C'est-à-dire, en tout cas, ils le ressentent comme ça, et ils disent, notre seconde guerre d'indépendance, c'est pour absolument manifester, non pas qu'ils sont devenus religieux et qu'ils sont convertis, j'ai parlé à des athées, enfin, mais il dit, c'est notre identité, et visiblement, on ne veut pas accepter notre identité, on veut l'éradiquer. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, et c'est en ça que, si vous voulez, quand on a parlé 11 septembre, Pearl Harbor et compagnie, comparaison n'est pas raison, mais le 7 octobre est vécu vraiment comme une espèce de choc en disant, voilà, vous n'êtes pas content, on veut dire, vous n'êtes pas ici chez vous, et tant que vous serez là, eh ben, on passera de vous tuer. En tout cas, c'est vraiment ressenti comme ça, Jean-Marie, et c'est ressenti, et aussi, alors, le message qu'ils nous font passer, après, chacun prendra comme il veut, ils disent, mais vous croyez que vous êtes protégés à Paris, en Europe, et ben demain, ce sera chez vous. Les gens qui veulent éliminer tout ce qui n'est pas dans leur intégrisme à eux et dans leur radicalisme à eux, eh bien, ils vont d'une manière ou d'une autre les éliminer. Demain, ce sera votre tour. Ne croyez pas du tout que vous êtes protégés. Sachant que la France n'a pas attendu le 7 octobre pour payer ce prix du sang-là. Chose importante, parce qu'on le rappelle peu, le 7 octobre dernier, quand le Hamas a massacré massivement des civils, écrasante majorité d'Israéliens et de Juifs, mais pas seulement des Juifs, il y a eu quelques musulmans qui ont été tués. Il y a eu aussi des ouvriers thaïlandais. J'ai vu même l'un d'eux se faire décapiter sur une vidéo à coups de bêche, et c'est important de le rappeler également, le Hamas n'a pas fait de distinction. Parlons maintenant de ce qui se passe en dehors, parce que c'est important quand même, André Berkoff, on en a longuement parlé hier, comme vous le savez, la France est absolument scandalisée par ces étoiles de David qui ont été taguées sur des murs et des maisons. Parlons aussi de l'émotion et des images qui nous parviennent de cette guerre en dehors d'Israël. C'est aussi les victimes civiles de Gaza. C'est ce qui fait aussi qu'Israël parfois n'est pas populaire, souvent même dans un grand nombre de pays. Comment on vit, ces drames qu'on voit à Gaza, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de ces victimes civiles? Alors, encore une fois, j'ai interviewé, j'ai quand même vu pas mal de gens, mais encore une fois, les propos, c'est pas un sondage et c'est pas une statistique, évidemment. Mais c'est un témoignage. L'émotion est là. En deux mots, il y a effectivement, il y a des victimes civiles et c'est tout à fait déplorable, mais disent-ils, on n'a pas le choix. Vous savez, c'est une preuve en temps, on n'a pas le choix parce que on veut
encore une fois, éradiquer les capacités militaires du Hamas. Le Hamas, encore une fois, disent-ils, se cache sous des hôpitaux. Vous savez tout le monde parle de cette ville souterraine, évidemment, et qui existe avec les souterrains, mais ils disent, ils empêchent les civils d'aller, on leur a dit d'aller dans le sud, ils ne veulent pas, ils les empêchent d'aller dans le sud, et évidemment, il y a ce qu'ils appellent des dommages collatéraux, c'est tout à fait déplorable, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire un cessez-le-feu maintenant, disent-ils, parce que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ça va recommencer. Et si ça recommence, et c'est ça encore une fois la grosse différence, c'est qu'avant il y avait les tirs de missiles, il y avait quelques commandos qui rentraient, qui attrapaient un otage. Là, ça n'a pas été ça, ça a été un massacre. Et donc ça, c'est vécu, et tous les vieux fantômes, qu'on le veuille ou pas, encore une fois, des années 40, 44, même si c'est au Moyen-Orient, reviennent à la surface, très très fortement. C'est vraiment, si on ne comprend pas ça, c'est pas une Shoah, c'est pas ça, mais c'est, allez, nous, on n'est pas là, il faut qu'on soit éliminé, on est de trop. Et ça, c'est donc il dit, comment voulez-vous qu'on combatte le Hamas si on n'y va pas, en tout cas. Mais encore une fois, ce que je vous avais dit hier, Jean-Marie, personne, enfin apparemment, en tout cas, personne ne veut occuper Gaza, mais y entrer et mettre le Hamas hors hors de combattre, ça c'est très très clair que c'est l'intention. À supposer qu'il y ait... Est-ce qu'il y aura une régionalisation du conflit? Et pour revenir à ce que vous dites, bien sûr que c'est évidemment que c'est impopulaire. Qui aime voir des photos de civils bombardés, d'enfants bombardés? C'est terrifiant. C'est pour ça que c'est très 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 dur. C'est une histoire qui est vraiment vécue de manière extrêmement forte des deux côtés, je dis bien des deux côtés, mais qui est vécue de manière extrêmement dramatique. Et franchement, on se dit, on voit pas, aujourd'hui en tout cas, on ne voit pas la sortie. Et qui semble insoluble surtout, et c'est ce que vous dites. Et qui semble en tout cas insoluble quand on constate les émotions qui sont générées de part et d'autre autour de ce conflit. Dernière question, et ça nous amènera à la transition de ce qui va suivre dans votre émission, André Berkoff. Est-ce qu'en Israël, on a le sentiment qu'il n'y a que l'Occident qui soutient le pays? Ils ont l'impression, même pas, ils ont l'impression qu'il n'y a que l'Amérique qui soutient le pays. Ils pensent que l'Europe n'est pas là, l'Europe, enfin, si, il y a eu des manifestations, attention, il y a des manifestations de solidarité de groupes ou individuels très forts. Vous savez, je vous parlais, il y a énormément de gens qui sont venus d'Europe, des centaines de gens high-tech venus pour distribuer, pour contribuer, que ce soit, financièrement ou logistiquement, on veut dire attribuer énormément. Il y a des milliers de gens qui arrivent effectivement pour aider. Maintenant, sur le plan géopolitique, ils ont l'impression que l'Amérique, effectivement, est là, que l'Europe, oui, elle est là, mais du bout des lèvres. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Est-ce qu'on est optimiste pour les heures qui suivent ou pas? Écoutez, la seule chose qu'ils disent, c'est que effectivement aujourd'hui, on a toujours vécu dans l'aléatoire, mais aujourd'hui, c'est plus aléatoire que jamais. En tout cas, disent-ils et redisent-ils, nous, on est totalement unis, il n'y a plus de gauche, enfin, pour le moment, mais je vous ai dit, nous, on est totalement unis, mobilisés, et incontestablement, disons que ça a été un très dur choc, mais un choc de rappel énorme. C'est-à-dire que c'est une société qui a été vraiment touchée au flanc, qui a été touchée très violemment, et qui se disent, et je finis là-dessus, et qui se disent, au fond, c'est quoi notre identité? C'est vraiment la question de dire, on se bat pour quoi? Est-ce qu'on se bat pour Israël, État juif, État en tout cas de différence, ou on se bat pour quoi? Quelle est notre identité? C'est pour ça que l'histoire de la guerre d'indépendance est vécue. Aujourd'hui, c'est pas l'indépendance qui est en question, c'est plus que l'indépendance pour eux, c'est pourquoi Israël, pourquoi on est là, et si effectivement on a à redéfinir ce pourquoi on est là. Eh bien, merci André Berkoff. Soyez prudents et bon retour de Tel Aviv. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et à qui vous pouvez manquer que vous serez de retour demain à midi dans tous vos états comme de juste. Restez avec nous sur Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui dans Berkoff dans tous ses états. Jean-Marie Baudry, vous recevez Max Erwan Gastineau, essayiste, chroniqueur politique et surtout auteur de ce nouveau livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la Vous allez y arriver. Je vais y arriver. La désoccidentalisation. C'est aux éditions du Cerf. Bonjour à vous.
Bonjour. Et bienvenue Max Erwan Gastineau. Est-ce qu'Israël est un pays occidental ? Alors j'ai envie de dire bien évidemment, je dirais tout simplement que nous sommes en tant qu'occidentaux le produit d'une civilisation judéo-chrétienne, ça n'aura échappé à personne. Un grand nombre de citoyens israéliens sont directement issus de nos contrées, et puis il y a un lien direct entre la création de l'État d'Israël et puis la tragique histoire européenne, notamment en écho à la Seconde Guerre mondiale évidemment. Avec la Shoah. Ceci dit, un certain nombre aussi d'Israéliens sont originaires de pays d'Orient. Il y a beaucoup de juifs iraniens, d'origine iranienne, de juifs d'Afrique du Nord aussi, qui ne sont pas tous repassés par la France. C'est pour ça que la question n'est pas si évidente. Est-ce que la guerre qu'Israël mène au Hamas actuellement est une guerre entre un pays occidental et ce qu'il y a en dehors de l'Occident ? Et justement, c'est là où les choses sont un peu plus évidemment complexes. C'est-à-dire que le fait de rappeler qu'Israël est un État occidental, ça peut légitimer une vision du monde où en effet la civilisation occidentale fait face à une menace islamiste incarnée en l'occurrence par le Hamas. Et en même temps, on sait très bien que la sécurité de l'État israélien renvoie à la question palestinienne, et pour résoudre la question palestinienne, il faut peut-être adopter une approche un peu plus fine et un peu plus complexe que celle qui nous renvoie à une logique de guerre de civilisation. Surtout dans cet Orient compliqué, quelle approche plus fine pouvons-nous adopter ? Écoutez, moi je trouve très intéressant d'observer la division des États européens sur cette question. On a bien vu au moment de la résolution aux Nations Unies visant à adopter une trêve humanitaire à Gaza, les États européens n'ont pas du tout la même vision du monde. Et ça nous renvoie d'ailleurs à une logique que Huntington écrit dans son choc des civilisations. Il dit que du fait de la division interne aux sociétés européennes, du fait notamment de l'immigration et qu'il y a désormais une communauté musulmane très importante en Europe et notamment en France, les États européens ne pourront plus avoir tout à fait la même politique parce qu'ils devront tenir compte de la concorde interne à leur propre nation lorsqu'ils... Une partie de leur opinion publique. Une partie de leur opinion publique qui réagit directement, évidemment, et s'identifie à la cause palestinienne ou, en l'occurrence, israélienne. Est-ce que vous êtes en train de dire que la France, dans ce cas-là, a voté cette résolution controversée de l'ONU qui appelait notamment à une trêve humanitaire, même si elle a mis des réserves, seulement pour contenter une partie de sa population de religion musulmane plus sensible aux victimes civiles à Gaza ? Alors, il y a une tradition diplomatique française qui consiste à défendre la solution à deux États, et en même temps, je pense que quand Emmanuel Macron, par exemple, a tweeté pour dénoncer le bombardement d'un hôpital à Gaza, il s'est senti quelque part obligé de le faire, alors que nous ne savions pas à l'origine si ce bombardement était la conséquence d'une frappe israélienne. Il s'est senti obligé de le faire pour répondre à une inquiétude qui venait notamment en France de la communauté musulmane. Donc, pourtant... il y a à la fois une tradition géopolitique française et en même temps une division interne à la société française sur laquelle Emmanuel Macron cherche un petit peu sur laquelle, que Emmanuel Macron a bien à l'esprit, ce qui fait qu'il marche sur des œufs comme nombre de nos dirigeants. Mais pourtant, le reproche que certains ont fait à ce gouvernement et au président de la République, c'est d'être beaucoup plus pro-israélien aujourd'hui que la France ne l'était sous De Gaulle, quand De Gaulle partait même dans des envolées antisémite, on peut le dire, fustigeant les juifs, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, et prenant fait et cause simplement pour la résistance palestinienne à l'époque, c'est ce qu'il disait. Oui, c'était une réaction dictée par les événements. Mais il y avait pas ce que je veux dire par là, et si je vous soulève cet exemple, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans en France à cette époque, et De Gaulle ne disait pas ça pour contenter une partie de l'opinion publique. Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire qu'il y a une tradition depuis même le général De Gaulle qui consiste à la fois défendre l'existence d'Israël et en même temps défendre une solution à deux États, et donc la cause palestinienne, et le général De Gaulle estimait en 67 que celle-ci pouvait être également remise en question. Exactement, d'où d'ailleurs la position souvent singulière de la France, cette tentative d'aller parler aux pays arabes comme a essayé de le faire des fois d'y parvenir Emmanuel Macron dans sa visite en Jordanie et en Égypte. Le défi de la désoccidentalisation du monde, l'ère de l'affirmation, notamment de leaders non occidentaux qui se revendiquent comme tels. On va prendre un exemple, c'est peut-être le plus parlant, c'est Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui s'est lancé dans une grande envolée anti-occidentale, une diatribe qu'on va écouter dans un instant, tout de suite même. Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler En quelques mots, et pour traduire une partie de son discours où il fait un parallèle avec la guerre en Ukraine, on serait davantage sensible aux victimes ukrainiennes civiles des Russes qu'aux victimes gazaouis des frappes israéliennes. Il ajoute: « Oh, l'Occident, je m'adresse à vous, voulez-vous relancer une nouvelle guerre du croissant contre la croix ? Le principal responsable du massacre à Gaza, c'est l'Occident. » Est-ce que cette opinion est répandue en dehors de l'Occident ? Mais en effet, il y a un reproche qui est courant dans les pays du Sud, c'est ce fameux deux poids deux mesures, le fait que les valeurs que nous prétendons défendre, nous ne les appliquons pas
sur tout théâtre d'opération. Nous n'avons pas la même compassion envers toutes les victimes. Et donc, on nous reproche en effet de nous identifier à certaines causes plutôt qu'à d'autres. Et donc, par exemple, de nous sentir plus proches de la cause ukrainienne que du terrible sort, il faut bien le dire, du peuple palestinien. C'était le reproche d'ailleurs qui avait été fait à l'opinion publique française par l'acteur Omar Sy. Ça avait fait scandale. Est-ce que ce reproche est justifié de votre point de vue ou pas ? Écoutez, en partie, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons l'habitude en Occident de défendre des valeurs universelles et de prétendre avoir une vision pour l'ensemble du monde. Or, dans les faits, ces valeurs rentrent des fois en contradiction avec nos intérêts. Et lorsque c'est le cas, nous sommes peut-être un petit peu moins offensifs sur ce discours humanitaire, universaliste, et là nous nous taisons peut-être sur certains sujets. Écoutez, certains pays en effet sont peut-être moins prolixes sur la question palestinienne. Vous avez également en Afrique un certain nombre de conflits, et vous avez nombre de pays africains comme au Congo, lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu au Congo, qui nous disent: vous êtes très offensifs sur la question ukrainienne, mais vous nous oubliez la plupart du temps. La République démocratique du Congo, qui est en conflit larvé avec le Rwanda, avec lequel on s'est par ailleurs réconcilié récemment, en tout cas sous Emmanuel Macron. C'était un tournant majeur. Est-ce que l'Occident est perçu aujourd'hui comme en déclin dans le reste du pays ? Alors oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut déjà essayer de définir précisément ce que c'est que la désoccidentalisation du monde. C'est au fond la montée en puissance de pôles de résistance à l'influence intellectuelle, culturelle et politique de l'Occident, et on le voit sur le conflit ukrainien, où la plupart des pays du monde, y compris des démocraties comme l'Inde et le Brésil, ne suivent pas les pays occidentaux dans leurs sanctions contre la Russie. Donc c'est un monde dans lequel des pays, du fait de leur essor politique, le produit de la décolonisation, et de leur essor économique, qui est le produit de la mondialisation, s'affirment pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs valeurs, et ils nous disent aujourd'hui, nous n'allons plus vous suivre, vous n'êtes plus les seuls sur Terre, et en plus, vos sociétés sont en crise. C'est ça aussi ce qui nous est renvoyé, c'est que vous ne pouvez pas donner des leçons à la terre entière lorsque l'on voit l'évolution intérieure à vos propres sociétés, des sociétés occidentales en effet divisées. Et quelle évolution est fustigée en dehors de l'Occident ? Quelle évolution de la société occidentale est fustigée en dehors ? Alors, il y a tout simplement un constat sur le fait que nous subissons un relatif déclin économique, une perte d'influence militaire, géopolitique, et puis ce qui est beaucoup contesté, c'est aussi sur le plan des valeurs. C'est-à-dire que il y a tout un discours qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve en Russie, qu'on retrouvait aussi à Singapour dans les années 90, qu'on retrouve en Chine, en Afrique, qui est au fond une critique d'un universalisme qui au fond défend des valeurs libérales attachées à la liberté et aux droits de l'individu, mais qui mépriserait les traditions, la vie religieuse, l'identité nationale. Et ça, dès le début des années 90, vous avez des pays du Sud, des pays notamment asiatiques, qui nous reprochent de confondre universel et valeurs occidentales. Il y a d'autres valeurs, d'autres façons de voir le monde, et ces pays aujourd'hui nous le disent avec force. Est-ce qu'on est à l'heure du relativisme ? Est-ce que finalement on est en train d'abandonner la propagation des droits de l'homme ? Est-ce qu'on n'aura pas le choix d'ailleurs ? On va en parler avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio, Max Erwan Gastineau, vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. 0826 300 300. Est-ce que l'Occident n'est plus un modèle ? On en parle avec vous jusqu'à 14h. Est-ce que l'Occident prêche désormais dans le désert ? Le monde à l'heure de la désoccidentalisation, c'est la thèse de notre invité Max Erwan Gastineau qui publie l'ère de l'affirmation. Ces pays et ces dirigeants qui s'affirment comme n'étant pas occidentaux et comme étant plutôt anti-occidentaux. On parlait de la Chine, on parlait de la Turquie, de Recep Tayyip Erdogan. On disait à l'instant que c'était l'exemple le plus parlant de ces pays qui ont un pied de chaque côté. Ça a toujours été le cas du territoire qui est regroupé par la Turquie aujourd'hui. La Turquie qui fait partie de l'OTAN, mais qui fait les yeux doux à la Russie, et la Turquie qui insulte l'Occident, mais qui n'avait pas jusqu'ici complètement rompu ses relations diplomatiques avec Israël, par exemple. Est-ce que la Turquie est un ennemi de l'Occident aujourd'hui ? La Turquie, c'est l'archétype de ce multi-alignement actif qu'on attribue aussi à un pays comme l'Inde, par exemple. C'est-à-dire que la Turquie, en fonction de ses intérêts stratégiques, va se rapprocher de l'Occident ou s'en éloigner. Sauf que l'Inde insulte moins de pays. L'Inde insulte moins de pays. Vous avez en effet une stratégie un peu plus offensive chez Erdogan, qui nous concerne nous davantage, puisque nous avons des rapports géographiques évidents avec la Turquie. Mais moi, ce qui me semble intéressant dans le cas turc, c'est que c'est l'archétype en effet de ces nouvelles nations qui émergent sur la scène internationale et qui nous disent au fond, nous allons simplement défendre nos intérêts nationaux. Il n'y a plus de valeurs transcendant, de valeurs universelles, il n'y a que des nations qui défendent leurs intérêts. Oui, sachant que la Turquie était peut-être le pays, il y a un siècle, qui a le plus imité, en tout cas les valeurs occidentales, qui s'en est le plus inspiré sous le père de la République de Turquie, c'est-à-dire Mustafa Kemal. La laïcité, par exemple, était presque plus rigoureuse en Turquie qu'en France. C'est pour ça que l'ère de l'affirmation, le titre de mon ouvrage, en fait, succède à l'ère de l'imitation. Il peut y avoir encore une attirance pour le modèle occidental, mais il y a eu
avant tout une imitation du modèle occidental jusqu'en Chine. Je rappelle par exemple en 2004 que la Chine a introduit dans sa constitution le droit à la propriété privée, donc on pouvait y voir une forme de poursuite de l'occidentalisation du monde. Mais là aujourd'hui, on voit bien que ces États aujourd'hui affirment leur identité, affirment leurs intérêts, et ce n'est plus Mustafa Kemal, la référence en Turquie, c'est plutôt l'islam avec Erdogan. Exactement, ou alors Soliman le Magnifique, le grand sultan qui avait assiégé Vienne, en tout cas fait assiéger Vienne. Est-ce que ça signifie qu'il est logique dans ce cas-là que dans beaucoup de pays qui s'étaient laïcisés, y compris des pays musulmans pendant le XXe siècle, eh bien aujourd'hui on voit le retour du voile avec une certaine fierté? Oui, tout à fait. Il y a un retour identitaire. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui ont pris confiance en elles-mêmes, du fait de leur essor économique, du fait de leur essor politique. Il y a une confiance en elles-mêmes qui font qu'aujourd'hui, elles réaffirment leur identité et elles, de façon complètement décomplexée. Alors, qu'est-ce qu'on rejette dans les dites valeurs occidentales? Est-ce qu'on rejette un passé de domination? Alors, ce qui est rejeté, c'est une forme d'arrogance. C'est-à-dire, vous avez toujours prétention à régir le monde au nom de principes moraux que vous n'appliquez pas sur tous les théâtres. Et puis, il y a une critique des valeurs libérales. Lorsque Vladimir Poutine met en cause les valeurs LGBT, il sait très bien qu'il s'adresse à une forme d'internationale conservatrice qui peut relier aussi bien l'Inde, la Chine que les pays du Moyen-Orient. Et qui existe aussi, d'ailleurs, à l'intérieur de l'Union européenne, dans des pays foncièrement ennemis de la Russie, comme la Pologne, par exemple. Et ça, c'est un reproche qui est souvent adressé. Pourquoi vous tolérez l'homosexualité? Pourquoi vous tolérez tout simplement des marges de la fierté? C'est peut-être ce qui choque le plus en dehors de l'Occident aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a une forme de progressisme sociétal qui est en effet remise en question au sein même de l'Occident et qui n'est pas compris en dehors du monde occidental, qui contribue à accentuer les fractures entre l'Occident et le reste du monde. Et c'est le clivage le plus clair? Sur le terrain idéologique, c'est un clivage assez clair, mais moi je pense qu'il ne faut pas non plus surinvestir dans ce clivage idéologique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une diversité du monde, il y a diverses manières de concevoir la famille, la nation, l'économie. Ce qui est somme toute logique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui est menacé de mort ou menacé d'être brûlé vif parce qu'il est homosexuel dans son pays? On se sent obligé de lui accorder l'asile ou au moins de prendre sa défense. Mais tout à fait, je pense que l'Occident a vocation à rester fidèle à un certain nombre de principes et à accueillir des persécutés, ceux qui défendent nos valeurs à travers le monde. Sauf que vous venez de dire que ce serait perçu comme une ingérence et comme une forme d'arrogance. Offrir l'asile, non, mais dire qu'il faut aller exporter notre modèle dans d'autres pays comme nous avons cru le faire dans les années 2000 en Irak ou en Libye, je crois que c'est une erreur qui a eu des conséquences plus graves que la situation qui existait avant notre intervention. Ce qui signifie qu'il faut aujourd'hui, au nom du principe de réalité, renoncer à prêcher en Égypte cette politique qui consiste à faire des procès avec les homosexuels en les enfermant dans des cages. Il faut défendre la démocratie là où elle existe et dans les pays où elle n'existe pas, il faut se demander si la situation que nous allons créer en renversant le tyran qui est au pouvoir ne sera pas pire que la situation présente. Il faut aussi penser à nos intérêts nationaux. Je ne crois pas qu'en Libye, lorsque nous avons agi au nom de nos valeurs, nous ayons eu bien en tête les conséquences sécuritaires pour l'intérêt des peuples européens qui allaient être remises en question. Et pourtant, Mouammar Kadhafi était à deux doigts de raser Misrata et de punir la population qui s'était soulevée contre lui. C'était difficile d'assumer les images de la répression en temps réel. Mais ce qui nous rappelle que nous n'avons jamais le choix entre le bien et le mal, mais entre un moindre mal. Et donc, en effet, la situation était compliquée. Mais regardons aujourd'hui l'état de la Libye, comme l'état d'ailleurs de la société irakienne depuis l'intervention américaine. Vous parliez de l'exportation de la démocratie, ou plutôt d'arrêter d'exporter la démocratie et de la défendre là où elle existait. On avait réussi à l'exporter au Niger. Il n'y a pas si longtemps, une assemblée nationale nigérienne avait été élue avec un nombre record de députés femmes. C'était un progrès énorme en plein dans le Sahel. Il se trouve que le président, qui lui-même avait été élu démocratiquement, a été renversé par des putschistes militaires qui nous ont chassés, et on n'a pas l'impression que la population regrette la démocratie. Non, mais c'est-à-dire que la démocratie a vocation à concerner différents régimes, différentes civilisations, mais il y a quand même des conditions à l'existence d'une démocratie. La démocratie, ça suppose quand même l'existence d'un peuple, transcendé par des références communes, des références culturelles, une identité nationale. Si vous n'avez pas ces références culturelles communes, les minorités se déchirent, n'acceptent pas la loi de la majorité, et c'est ce qui se passe dans des pays extrêmement divisés en tribus, comme en Afghanistan ou au Mali, où les conditions ne semblent pas réunies pour créer une démocratie libérale à l'occidentale. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'état-nation pour vous dans ces pays ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'avant de créer une démocratie, il faut d'abord s'assurer qu'il existe une nation fortifiée sur des bases à minimale culturelle. Sauf que n'importe quel Malien que vous croisez, quand vous lui demandez d'où vous venez, il vous dit je viens du Mali parce qu'il se sent malien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut exister un sentiment national malien, mais vous voyez bien qu'en même temps, le Mali du nord au sud est extrêmement divisé. Il y a des indépendantistes touaregs, effectivement. La création d'un État stable. Or, la démocratie suppose des institutions à minima stables. Mais il y a eu des démocraties qui étaient confrontées malgré tout à du séparatisme.
oui, qui peuvent être confrontés à du séparatisme. D'ailleurs, c'est peut-être une menace qui concerne également l'Occident. C'est pour ça que je dis que, avant peut-être aussi de réfléchir à étendre nos valeurs ou à promouvoir nos valeurs à l'international, il faut aussi peut-être chercher à défendre nos valeurs chez nous. Et lorsque nous ne le faisons pas, c'est les pays du Sud qui nous disent, avant de défendre des valeurs dans le monde entier, regardez l'état de vos sociétés. Et quelles valeurs on ne défend plus chez nous ? Nos démocraties aujourd'hui sont travaillées par un processus de fragmentation culturelle très important. Il y a des divisions internes à la société française qui rejaillissent sur le terrain sécuritaire, et à tel point que l'on peut se demander justement si la France ne va pas continuer de s'archipéliser et d'être concernée par des phénomènes de séparatisme. Différents rapports, même François Hollande avait émis ce risque concernant la France. Effectivement, et l'archipel français, c'était la thèse de Jérôme Fourquet de l'IFOP qu'on reçoit assez régulièrement sur Sud Radio. On parlait du Niger il y a quelques instants. Je le rappelle, la France qui opérait contre le terrorisme sur place a été chassée du Niger, du Mali, du Burkina Faso juste à côté. Elle a été chassée aussi sous l'influence, pas seulement à cause, mais sous l'influence de l'action de la Russie. Parlons maintenant de la Russie, pays plutôt chrétien, de tradition, en tout cas orthodoxe, pays pas complètement occidental, mais clairement pas complètement oriental, et qui est perçu comme le fer de lance de la lutte contre l'Occident aujourd'hui. Alors il y a une tradition historique, c'est-à-dire que l'URSS luttait contre les empires coloniaux, et puis la Russie dans les années 90 a subi une forme d'occidentalisation qui a mené à un capitalisme sauvage qui fait que la société russe a connu une période très difficile. Et donc aujourd'hui, vous avez depuis en fait les années 2000 avec Vladimir Poutine une stratégie qui consiste à faire de la Russie le fer de lance de la désoccidentalisation du monde. Lorsque l'offensive a été lancée vers Kiev en février 2022, un document très intéressant traduit par la Fondapol en France révélait les objectifs géostratégiques de Poutine. Ce n'était pas simplement de prendre sa revanche sur l'Occident ou de reprendre le contrôle de Kiev, c'était aussi d'accélérer la désoccidentalisation du monde. Et de marquer le coup. De marquer le coup et de créer un monde, je cite, dans lequel les pays du Sud pourraient enfin évoluer sans se soucier des pays occidentaux. Est-ce que ça signifie qu'il est dans ce cas-là du devoir, non pas moral mais politique, des pays occidentaux que d'obtenir, de gré ou de force, le recul de la Russie, parce que ce serait vécu, sa victoire serait vécue dans le reste du monde comme le signe de l'échec de l'Occident ? C'est-à-dire on parle pas de morale là, on parle vraiment de pragmatisme. Alors, je pense que, en effet, il faut répondre aux défis lancés par la Russie, et les Européens se sont mobilisés pour défendre l'Ukraine. Mais on voit bien que le simple fait d'agiter nos valeurs et l'unité occidentale ne suffit pas, parce qu'il suffit que demain Donald Trump, par exemple, arrive au pouvoir aux États-Unis pour que l'aide américaine à l'Ukraine cesse. Donc, il faut que les Européens ne se projettent pas à l'international simplement à l'aune d'un bloc occidental qu'ils formeraient avec les États-Unis, mais qu'ils aient leur propre vision du monde et leurs propres moyens de la défendre. Vous êtes en train de dire que si les Européens disent publiquement qu'ils sont pour l'Ukraine, mais il faudrait qu'ils joignent les actes à la parole, et on aurait dû dans ce cas-là donner des Charles Leclerc, par exemple. Si les États-Unis n'avaient pas aidé d'entrée de jeu l'Ukraine, je pense que l'Europe aurait simplement acté la prise de Kiev. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'aide pas assez ou qu'on parle trop ? Ça veut dire qu'il faut se réveiller, et c'est-à-dire aussi que... En parlant moins, ou alors en aidant davantage ? Mais c'est-à-dire qu'il faut en effet avoir des moyens européens de défense qui nous permettent de décider sur quel théâtre d'opération nous allons agir. Et là, en l'occurrence, si nous décidons qu'il faut davantage aider l'Ukraine, la question des moyens se pose. Or, nous dépendons de moyens d'un État qui n'a peut-être pas vocation à toujours agir sur le terrain ukrainien. Ça veut dire que la situation actuelle, pour vous, devrait encourager à davantage de construction européenne, notamment sur un plan militaire ? C'est-à-dire qu'il faut que les États se réarment, il faut que nos démocraties se réarment moralement, spirituellement, il faut cultiver le patriotisme des États-nations, mais je ne crois pas à une fusion des États-majors. Personne d'ailleurs ne défend cette solution. Mais ça paraît d'ailleurs impossible, on a du mal à se mettre d'accord sur des sujets beaucoup plus banals. Mais qui existaient dans les années 50 à l'époque de la CED. Non, mais en effet, il faut que les armées européennes aujourd'hui se renforcent, tout simplement. La communauté européenne de la défense, c'était un projet qui avait été torpillé par les communistes d'une part et les gaullistes d'autre part dans les années 50. C'était une autre époque. Malgré tout, on va se retrouver avec vous dans quelques instants, parce qu'il y a un chapitre qui est très important qui s'intitule « Qui sommes-nous » Tiens, justement, avant de savoir ce qu'on va faire, qui sont les Occidentaux, des pays de plus en plus divers, ou justement qui doivent revenir à leurs racines? On va en parler avec vous dans un instant. Et Jean-Marie Bordry, aujourd'hui, vous recevez Max Erwan Gastineau, essayiste, chroniqueur politique et auteur de ce nouveau livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. C'est aux éditions du CERF. Et on est toujours avec Max Erwan Gastineau. Effectivement, vous tous qui nous écoutez, d'ailleurs 0826 300 300, vous souhaitez poser des questions à notre invité, on est là pour vous répondre. Tiens, on posait une question existentielle, elle vous concerne tous, en tout cas tous ceux qui nous écoutent. Qui sommes-nous aujourd'hui? Avant de savoir comment l'Occident va se positionner, il doit savoir qui il est. Est-ce que l'Occident, c'est
c'est vraiment qui il est aujourd'hui, Max Erwan Gastineau? J'ai l'impression que l'Europe s'est construite ces dernières décennies en oubliant son propre passé parce qu'elle le renvoyait à des heures sombres. Or, en effet, pour exister sur la scène géopolitique, il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on représente, quel territoire l'on doit défendre. Et donc, en effet, je consacre une grande partie de mon livre à cette longue durée civilisationnelle européenne, comme disait Fernand Braudel, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui explique que l'Europe ait dominé le monde pendant 400 ans? Parce que c'est quand même ça aussi l'histoire de l'Europe. L'Europe a été forte et dominatrice. Pourquoi? Mais là, il faut revenir jusqu'à l'époque médiévale, voire même avant, mais je consacre plusieurs pages à l'époque médiévale, puisque le christianisme a joué un grand rôle en nous donnant, pour aller très vite, le goût de l'innovation, le goût du progrès, le goût du travail, la propriété privée, un ensemble de conditions qui ont permis un développement économique et industriel dès l'époque médiévale. Et puis, l'Europe, on l'oublie souvent, on dit souvent l'union fait la force, mais lorsqu'on regarde l'histoire de l'Europe, je dirais que c'est plutôt la division qui fait la force. C'est-à-dire que l'Europe, c'était des cités, des États, des royaumes qui se concurrençaient, créant une émulation collective qui n'existait pas dans d'autres aires civilisationnelles plutôt dominées par des empires. Un peu comme les cités grecques face au grand empire perse, par exemple. Voilà, donc nous sommes le produit d'une histoire façonnée par le christianisme, c'est pas une nouveauté, mais il faut rappeler l'importance du christianisme dans les conditions qui ont permis notre puissance économique. Et puis nous sommes aussi un continent divisé en nations, et je crois que nous n'arriverons pas à nous défendre si nous ne nous reconnectons pas à l'énergie spirituelle de nos nations, au patriotisme des États-nations, largement déconstruit depuis un certain nombre de décennies. Et pourtant, une bonne partie de l'apogée, en tout cas des pays européens, c'était la période des Lumières. La période des Lumières, c'est une prise de recul, on va le dire poliment, sur la religion et sur le christianisme. C'est une prise de recul, mais au nom aussi d'un nouveau sacré, la nation, qui émerge avec la Révolution française. Donc, c'est les deux jambes, la jambe citoyenne et la jambe chrétienne, qui a façonné l'Occident. Et nous sommes en effet le produit de ces deux éléments constitutifs de notre identité. Et comment parler dans ce cas-là d'une jambe chrétienne dans un pays où on est, en tout cas les Français sont de moins en moins nombreux à croire? Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque je rappelle nos racines chrétiennes, ce n'est pas pour rappeler à une forme de rechristianisation de l'Occident, c'est pour dire que jusque dans nos valeurs, les droits de l'homme, l'autonomie de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, nous sommes le produit d'une société chrétienne. C'est parce que les Européens sont les enfants du christianisme qu'ils mettent l'accent sur l'autonomie individuelle. Et moi, ce que je dis, c'est qu'attention, à force de mettre l'accent sur l'individu, nous oublions peut-être que nous sommes aussi les membres d'un tout, d'un collectif qui s'appelle en l'occurrence une nation. Et la démocratie suppose un sentiment national fort, sinon le citoyen disparaît au profit de l'individu qui ne regarde que son propre nombril. Sauf que comment croire encore à l'importance de la nation quand on a vu tous les crimes que le nationalisme a poussé à commettre il y a un siècle? Alors je crois qu'il ne faut pas confondre, j'ai sorti de la palissade de nationalisme et nation, même s'il faut toujours s'en méfier. Et là je dirais que c'est là où peut-être le Sud a des choses à nous dire, c'est-à-dire que la désoccidentalisation du monde, c'est l'affirmation de nations qui sont sûres de leurs intérêts et de leurs identités. Donc, dans cette ère désoccidentalisée, où nous ne pouvons plus prétendre dominer le monde, nous avons nous aussi vocation à nous réinscrire à l'intérieur de notre cadre national. Sauf que vous êtes en France, dans chaque village de France, il y a au moins une église, une mairie et un monument aux morts avec des dizaines de noms, même quand le village fait seulement quelques centaines d'habitants. L'échec du nationalisme, les boucheries auxquelles ça a conduit est patent. Alors moi je dirais que c'est plutôt l'impérialisme qui a causé la perte de l'Europe au XXe siècle, et c'est une certaine forme de nationalisme qui a créé notamment la résistance gaulienne. En quoi était-ce impérialiste que de vouloir récupérer l'Alsace-Lorraine ? Non, ce qui était impérialiste, c'est de vouloir, comme par exemple Hitler, conquérir l'Europe pour... Mais revenons à la guerre de 14-18. Revenons à la guerre de 14-18. Nous étions dans un conflit de rivalité, en effet, nationale. C'est substitué à ce conflit de rivalité nationale un conflit plus idéologique au XXe siècle. L'histoire est tragique, mais quelle que soit, je dirais, la nature du conflit, nous avons vocation à habiter des cités, alors qu'elles soient à l'échelle de nations ou à l'échelle plutôt européenne, qu'importe, j'ai envie de dire, en l'occurrence, nous sommes toujours membres d'une collectivité que nous devons apprendre à défendre. Est-ce que vous êtes en train de souhaiter presque le retour du tragique de l'histoire? Je ne souhaite pas. Le tragique rejaillit aujourd'hui et nous devons en prendre acte. Le tragique est constitutif de l'histoire de l'humanité. Alors vous parlez notamment de guerres qui ont eu lieu dans le passé. Est-ce que ça veut dire que l'Occident doit se préparer à nouveau à faire la guerre? Mais écoutez, je crois que la Russie nous invite quelque part, si on décide en effet de défendre l'Ukraine, nous invite quelque part à nous réarmer. Et puis d'autres défis sont face à nous. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, tout un ensemble
à nos portes de conflits gelés sont en train de rejaillir, et notamment en Afrique. Or, l'évolution de l'Afrique aura mécaniquement un effet sur la sécurité des Européens. Sauf que le sens de l'histoire est justement le départ de l'armée française de l'Afrique subsaharienne. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut désormais renouveler nos coopérations, avoir une autre façon de concevoir notre rapport à l'Afrique. Ça ne veut pas dire justement, ce qu'ils ne veulent plus, c'est une forme de tutelle morale et politique de la France. Quand on envoie son armée là-bas, c'est une forme de tutelle puisqu'on assure la sécurité d'un pays à la place du dit pays. Ça nous avait été demandé, mais dès lors qu'aujourd'hui cette demande n'est plus supportée à l'ordre du jour, il faut en effet changer de paradigme. Alors que faire d'autre ? Que faire d'autre ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique nous dit non merci, nous ne voulons plus de votre aide militaire. Mais nous voyons... ça, c'est la version polie du message. Voilà, tout à fait. Mais nous voyons un certain nombre d'États africains qui aujourd'hui sont en plein essor économique, comme par exemple le Maroc. Nous venons de nous rapprocher du Maroc concernant la part du Sahara occidental. Et donc nous avons vocation à avoir peut-être une relation plutôt d'égal à égal avec un certain nombre de pays africains, notamment dans le domaine économique. Ça veut dire qu'on n'était pas capable d'avoir une relation d'égal à égal avec ces pays jusque dans les années qui nous précèdent. C'est-à-dire que nous étions toujours accusés d'avoir derrière des intérêts économiques une prétention moralisatrice à vouloir imposer un certain nombre de réformes à l'intérieur. Or, c'est la force en quelque sorte des Chinois. Ils s'imposent en Afrique très facilement. En construisant des ponts et sans faire de leçons de morale. Voilà, sans faire de leçons de morale. Donc ils n'ont pas vocation à changer la nature des régimes et des peuples qu'ils sont en train par ailleurs de coloniser économiquement. Reprenons l'exemple du Maroc, parce que c'est un des pays d'Afrique duquel la France était le plus proche et depuis des décennies. Il n'y a pas que le gouvernement français qui peut être taxé d'arrogance. Parlons même de certains bandeaux, de certaines chaînes d'information françaises qui se posaient la question après le tremblement de terre. Le Maroc peut-il s'en servir sans l'aide humanitaire française ? Ça a été lu en français parce qu'il parle français et ça a été vécu comme une gifle et un crachat sur place. Est-ce que les Français sont arrogants et méprisants à l'égard des francophones d'Afrique ? J'étais au Maroc récemment. Il y a toujours cette accusation d'arrogance, mais on aura du mal à s'en détacher. Il faut pas se cacher, puisqu'elle est, on l'est peut-être aussi un petit peu. Et puis c'est le produit d'une histoire à laquelle nous restons intimement liés. Mais par ailleurs, il y a des liens très forts. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de lien. Non, mais justement, entre la France et l'Afrique. Donc, je veux dire, il faut aussi passer outre ces remarques concernant l'arrogance française et nous rappeler ces liens pour se rappeler que nous avons aussi vocation à continuer d'avoir des liens, notamment économiques, avec les pays africains. Pas que économiques, d'ailleurs. Il y a des questions environnementales, par exemple, qui concernent l'ensemble du monde, sur lesquelles la France a des solutions à apporter en termes de transition énergétique. Absolument. Alors, ça nous amène aussi à d'autres sujets et d'autres défis qui se posent et qui sont nouveaux pour les pays d'Europe et en particulier la France. Comment gérer des relations avec un État qui a une très forte diaspora à l'intérieur de la France et qui peut parfois s'en servir à des fins politiques. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, on y revient, a tenu des meetings politiques en Alsace. Est-ce que c'est une forme d'ingérence ? Ces pays dits du Sud tiennent avant tout à leurs intérêts, à leur indépendance et à leur souveraineté. Et nous avons peut-être aussi vocation à rappeler que nous tenons aussi à la nôtre et que l'ingérence étrangère, vous ne la voulez plus dans vos propres pays, nous ne la voulons plus non plus dans la nôtre. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut mettre carte sur table et dire à Erdogan ce que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'il cesse un certain nombre d'ingérences manifestes, notamment concernant la communauté musulmane en Alsace, vous l'avez rappelé. Est-ce que ça signifie dans ce cas-là qu'on doit faire pareil et qu'on doit se rappeler que nous aussi faisons campagne auprès des Français qui sont non pas qualifiés d'émigrés mais d'expatriés dans la plupart des pays étrangers ? Faire campagne, c'est-à-dire ? Écoutez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un se présente aux élections présidentielles en France, il va voir les communautés étrangères un peu partout, les communautés françaises dans chacun des pays du globe. Je pense qu'il faut s'inquiéter de toute forme d'ingérence étrangère, que nous ayons des liens du fait de l'immigration. Mais non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les ingérences avec le fait que nous avons des liens du fait d'une diaspora. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur notre diaspora pour maintenir un lien le plus fécond possible avec le pays où il vit. Il fallait qu'on explique à Erdogan de pas en faire autant avec sa propre diaspora. Oui, mais vous avez vu que Erdogan va quand même assez loin, puisqu'il explique au fond aux Turcs qui vivent en Europe qu'ils ne doivent pas s'assimiler. Absolument. De deux choses l'une. Soit vous vivez en France, en Allemagne, et donc vous avez vocation à vous intégrer dans la société dans laquelle vous vivez, soit vous n'avez pas vocation à vous intégrer, et dans ce cas-là, nous sommes légitimes à vous faire un certain nombre de remontrances. Sauf qu'on n'a même pas besoin de le dire à nos expatriés français qui sont dans n'importe quel pays du monde, puisqu'on les considère comme des Français, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète même pas de leur possible intégration aux 10 pays dans lesquels ils vivent. Mais ce sont souvent des expatriés, c'est-à-dire au sens le plus temporaire du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nationalité turque, vous voyez, contrairement à un certain nombre de citoyens turcs qui, eux, vivent chez nous et qui sont binationaux et qui n'ont pas vocation à rentrer en Turquie. Ce qui nous ramène à la question que vous posiez et qui est passionnante. Et qui sommes-nous ? C'est un fait aujourd'hui, des millions et qui nous écoutent aussi, de citoyens français, sont de religion musulmane. Ils sont de cultures qui ne sont pas nécessairement judéo-chrétiennes. Ils sont pourtant autant français que nous tous. Comment faire en sorte qu'on fasse nation ?
Et c'est la grande question. Vous avez 3 heures. Non, mais c'est la grande question, parce qu'on avait un modèle quand même qui s'appelait le modèle républicain. Ouais. Le modèle républicain prônait l'assimilation. L'assimilation, ça voulait pas dire nécessairement oublier ses origines, ça voulait dire partager un certain nombre de références culturelles communes. Et c'est notamment en France transmis à travers l'école, à travers un récit patriotique qui consolidait la nation par-delà nos différences. Je crois que nous avons largement abandonné ce modèle unitaire républicain, l'unité de la nation, l'indivisibilité de la nation, le patriotisme, le roman national. Nous avons laissé tomber tout ce qui permettait de faire nation, le service militaire. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les différences infranationales prennent le pas sur le sentiment d'appartenance à la nation. Sauf qu'on peut pas décréter le retour de pratiques qui se faisaient dans le passé. On dit toujours, on compare toujours les immigrés récents en France aux immigrés italiens, et en général, on ajoute, eux, ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Mais vous pouviez pas passer vos vacances en Italie à l'époque, à peu près tous les ans. Vous n'aviez pas la télévision italienne, elle n'existait pas. Vous n'aviez pas forcément le restaurant italien en face de vous. C'est une autre époque. Tout à fait. Non, mais l'historien Pierre Milza rappelle que les 2/3 des Italiens sont rentrés chez eux faute d'assimilation. Mais donc ceux qui restaient, eux, s'assimilaient. Et l'assimilation fonctionnait assez bien. C'est pour ça qu'on a cru que mécaniquement, l'assimilation allait continuer à fabriquer du français à partir de toute souche, si j'ose dire. C'est plus compliqué aujourd'hui, du fait en effet de l'origine et de la proportion d'immigrés, mais nous ne devons pas pour autant renoncer à ce modèle, puisque quelle est l'alternative? Si nous ne prenons pas l'intégration ou l'assimilation, ne rentrons pas dans ce débat terminologique, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est un séparatisme doux, voire un séparatisme hard dans plusieurs années, lorsque les communautés finiront par s'affronter parce qu'elles n'ont plus rien en commun. Pourtant, on peut comprendre aujourd'hui, et c'est bien naturel, que certains Français se sentent beaucoup plus émus lorsqu'ils voient une victime israélienne de la guerre entre Israël et le Hamas, et d'autres se reconnaissent davantage dans une victime civile gazaoui. C'est difficile de reprocher ça, c'est pas un manque d'intégration? On peut pas reprocher, en effet, de nous sentir liés à un certain nombre de causes. Maintenant, la question n'est pas de savoir si nous avons vocation à penser la même chose, à ressentir la même chose. La question, c'est qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons des différences, nous ne voyons pas le monde de la même façon, nous n'avons pas forcément les mêmes combats sur la scène internationale. Pour autant, nous devons avoir un certain nombre d'éléments communs. Et je crois que c'est ce commun qui aujourd'hui nous fait défaut, ou qui en tout cas nous interroge. Alors qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun? Vous allez nous le dire dans un instant. Sur Sud Radio, à tout de suite, Max Erwan Gastino. Jusqu'à 14h, l'ère de l'affirmation, répondre au défi de la désoccidentalisation. On en parle avec notre invité Max Erwan Gastino, qui publie ce livre aux éditions du Cerf, direction le Standard, Esteban. Oui, direction Toulouse, puisque nous avons Richard qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, Richard. Bonjour. Et oui, en fait, j'ai deux questions en fait. C'est deux causes en fait qui sera traitées pour qu'on vive mieux ensemble. La première, c'est est-ce que l'abandon de projets de projets politiques sociaux et ce développement des projets sociétaux qui ont une propension à nous diviser. Hein. On voit les projets sociétaux qui sont avancés, ils sont très clivants, en particulier lorsqu'on a des croyances religieuses. Hein. Et donc ça a été mis en avant par notre gouvernement, et c'est le mode américain en fait. Hein. Comme ça, on parle pas de social, on réunit pas les gens autour d'un projet social, quelle que soit leur religion, on les divise autour du sociétal. Et l'autre, ça, c'est est-ce que c'est une des causes pour vous dominantes? Et l'autre point, c'est est-ce que la solution, ça serait pas de lancer des grands projets, un grand projet par exemple de rattrapage de notre balance commerciale extérieure qui est dramatiquement mal engagée à plus de 150 milliards. Et là, on crée des entreprises, on fabrique des machines pour refabriquer en France, et on se bat par exemple en faisant baisser le prix de l'électricité pour ramener du business en France. Ouais. Et ça, c'est des projets qui peuvent nous unir, quoi, quelles que soient nos religions, nos vues. Politique sociale et économique. Ouais. Et écoutez, alors attention quand même les grands projets. Hein. Mao Tse-tung avait fait la même chose. Il voulait devenir le numéro 1 de l'export de l'acier. Il a construit des hauts fourneaux partout. Ça a créé une famine de 60 millions de morts en quelques années. Quoi qu'il en soit, Max Erwan Gastino, l'abandon de politique sociale. Ou sociétal, si j'ai alors, trop de sociétal, pas assez de social, c'est ce que disait Pierre, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en effet, sur les sujets sociétaux, nous sommes très divisés. Que nous soyons divisés sur des sujets politiques et idéologiques en France, ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est, et j'en reviens à ce que je disais auparavant, c'est qu'est-ce qui compense, qu'est-ce qui fait contrepoids à ces divisions. Et là, c'est là où, en effet, je pense qu'il y a un affaissement du sentiment d'appartenance à une même nation. Ce qui nous renvoie à la deuxième partie de la question que je trouve intéressante, parce qu'on parle beaucoup de l'identité au sens culturel, mais
le sentiment d'appartenance à une nation, il était aussi fondé, et notamment avec le général de Gaulle, qu'on évoque à corps et à cri, dans les années 60, à partir de grands projets industriels qui donnaient aux Français la fierté d'appartenir à une grande nation qui était capable, comme les autres, comme les États-Unis, d'avoir sa propre industrie nucléaire, d'avoir ses propres projets industriels. Et je crois qu'en effet, si nous n'avons plus les mêmes bases culturelles communes, mais qu'en plus, nous n'avons plus cette même force de frappe en termes d'innovation et d'industrie, où sont les leviers de fierté? Ils font défaut. Sachant que l'État n'a plus la même force de frappe financière qu'il avait à l'époque du général de Gaulle, parce que les caisses sont vides et qu'on est surendetté. Oui, mais c'est la question de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que nous sommes désindustrialisés, donc du coup, nous sommes beaucoup plus dépendants d'importations, et ce qui a aussi contribué à alimenter la dette de l'État français. Donc, je pense qu'il faut d'abord, comme le dit d'ailleurs quelqu'un comme Arnaud Montebourg, reconstruire notre base industrielle, et là, ensuite, nous retrouverons peut-être des conditions économiques plus fécondes qui nous permettront d'investir davantage peut-être dans notre appareil armé pour revenir sur les sujets géopolitiques. Mais à supposer que ce soit possible dans la mesure où certains pays qui nous font concurrence, qui ne sont plus occidentaux, ont une avance technologique considérable. On peut le voir en ce moment même, par exemple, avec l'arrivée massive de voitures chinoises à prix complètement cassés et qui sont en avance technologiquement sur les nôtres. C'est tout à fait inquiétant, mais en même temps, quand vous regardez le classement de la France dans l'OCDE et dans l'Union européenne, nous sommes avant-dernier, je crois, juste devant la Bulgarie au niveau de notre balance commerciale. Donc, sans peut-être reconvoquer les années 60, nous pouvons peut-être, je pense, même rattraper un certain nombre de déficits extérieurs en termes industriels. Et sauf que ça nous amène à un sentiment de déclin qui est quand même patent dans tout le pays, et pas seulement en France d'ailleurs, et qui est commun à beaucoup de pays européens et même occidentaux. Oui, mais je dirais quand même en France, ce sentiment est accentué. Alors peut-être par un pessimisme culturel sur lequel on revient souvent, mais quand même, regardons en arrière. Il y a encore, par exemple, 20 ans, on pouvait être fier d'être français lorsque nous disions non aux États-Unis par rapport à la guerre en Irak en 2003. Nous avions des services publics, nous pouvions dire que notre modèle d'intégration fonctionnait, que l'école fonctionnait plus ou moins bien, que nous étions un pays exportateur de denrées agricoles, ce qui est toujours le cas. Mais sur tous ces indicateurs, absolument tout, nous avons régressé. Donc les 20 dernières années ou les 30 dernières années sont en effet le signe d'un affaissement. Et qu'est-ce qui l'explique ? Mais qu'est-ce qui l'explique ? Écoutez, sur différents sujets, je crois que nous avons cru que notre salut passerait par un surcroît d'européanisation sur à peu près toutes les politiques. Et on le voit aujourd'hui notamment sur la politique énergétique, où des États n'ont pas pensé que, en la jouant collectif, ils allaient s'en trouver renforcés. Et je pense évidemment à l'Allemagne qui, elle, a défendu ses intérêts nationaux. Et aujourd'hui, du coup, la France est contrainte de le faire et défend son industrie nucléaire. Mais que de retard accumulé au nom de l'idée sur laquelle nous allions dépasser les États-nations. Donc c'est la France qui a été plus naïve que les autres, y compris que d'autres pays d'Europe. La France a été peut-être plus royaliste que le roi, plus européenne que les Européens, voire même peut-être à un moment donné plus mondialiste que la mondialisation, puisque nous avons cru que la mondialisation c'était au fond une ère économique dans laquelle les États n'allaient plus avoir de prise sur le destin de leur propre peuple. C'est faux, et les pays du Sud se sont développés à partir d'un certain dirigisme qui nous rappelle le capitalisme d'État qui fonctionnait à l'époque notamment du général de Gaulle. Pourtant, on était à une époque où les très grandes entreprises, les géants du CAC 40, ont presque autant d'argent à gagner en dehors de la France qu'à l'intérieur de la France, où des grands groupes ne payent pas beaucoup d'impôts par exemple, et où certains milliardaires en font autant. Oui, mais nous avons aussi quand même un savoir-faire. Alors c'est là où il faut être un petit peu peut-être positif et croire en notre avenir. Nous avons aussi un certain nombre de savoir-faire technologiques et industriels. Il se trouve que je connais bien le secteur de l'énergie. Et dans le domaine de l'énergie, il y a par exemple un secteur qui est assez peu connu, c'est le domaine du biogaz. La France a un potentiel de production de biogaz grâce à ces grands groupes industriels comme Total, Engie, etc., qui doit nous permettre d'avoir une indépendance énergétique gazière plus importante dans les prochaines années. Donc il faut aussi il faut constater le déclin de la France sur tout un ensemble de sujets et en même temps se demander comment on peut remonter la pente. Et là, vous avez un certain nombre de secteurs, je citais le secteur énergétique, mais il y en a d'autres, sur lesquels nous pouvons miser pour essayer de reconstruire notre base industrielle. Autre aspect important, parce que la France s'est industrialisée avant une bonne partie des pays du monde, en tout cas ceux qui ne sont pas occidentaux, les ressources minières, les réserves naturelles, les matières premières, elles sont plus en Europe. C'est aussi une faiblesse, et cette faiblesse, on ne peut pas la compenser. Mais la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois valoriser ses propres atouts, et nous avons quand même un certain nombre de ressources énergétiques minières en Europe. Elles ne suffiront pas. Et donc, ce qui compte, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement. La France a eu, de ce point de vue-là, je dirais, un regard stratégique très intéressant. Lorsqu'on regarde son approvisionnement énergétique, nucléaire ou gazier, nous ne dépendons pas d'un seul pays comme l'Allemagne par rapport au gaz russe. Mais c'est très important. D'ailleurs, on dépend largement aussi du Kazakhstan, qui est une ancienne république soviétique. Rien que pour l'uranium, c'est important de le rappeler concrètement aujourd'hui. Qui sont, pour vous, les ennemis de l'Occident ? Je dirais que le principal ennemi de l'Occident, c'est l'Occident lui-même.
C'est-à-dire qu'il faut, en effet, constater un relatif déclin, une relative perte de puissance, se demander pourquoi nous ne sommes plus aujourd'hui dignes d'être imités, selon un certain nombre de pays en tout cas, et se demander s'il n'y a pas aussi des bonnes raisons qui justifient notre remise en question. Lorsque nous voyons, et là on en a largement parlé avec la désindustrialisation et puis la division exacerbée de nos nations, il faut se demander si nous n'avons pas pris un mauvais chemin et si il n'est pas temps, avant de donner des leçons à la terre entière, de reconstituer nos propres nations. Et donc ce mauvais chemin qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut abandonner aujourd'hui ? Ce qu'il faut abandonner, c'est l'idée selon laquelle nous avons vocation à régenter la mondialisation, des valeurs universelles transcendent l'humanité. Il y a des principes universels, il y a une humanité évidemment, mais elle se médiatise différemment en fonction des cultures et des modèles nationaux. Donc il faut tout simplement accepter, prendre acte de la diversité du monde et laisser le Parti communiste chinois, pour ne citer que lui, exporter son propre modèle quand il le pourra. Mais la Chine ne cherche pas à exporter son propre modèle, elle est convecue de son exceptionnalité et que sa singularité n'est pas exportable. Grosse différence avec les Occidentaux d'ailleurs. Grosse différence avec les Occidentaux. Donc reconstruisons-nous de l'intérieur et entrons dans cette nouvelle ère avec la force, encore une fois, de nos nations. La valeur qui prédomine aujourd'hui, je le dis une nouvelle fois, c'est l'intérêt national, avec une vision très souple. On voit les Européens qui aujourd'hui refusent, par exemple, le gaz russe pour soutenir l'Ukraine, mais qui, par ailleurs, vont se rapprocher de l'Azerbaïdjan et, par ce biais, obtenir quand même le gaz russe. Et donc là, nous sommes pris à revers. Nous avons un discours très moral au nom de nos valeurs, et puis en même temps, quand il s'agit de défendre nos intérêts, on oublie un petit peu ces valeurs-là. On est loin d'être le seul à le faire. On rappelle que Israël a par exemple équipé l'armée azerbaïdjanaise, que l'Iran était plutôt du côté des Arméniens parce qu'elle a elle-même plus de 10 millions d'Azéris sur son territoire. Enfin, tout le monde peut aussi être un petit peu faucheton avec ses valeurs. Évidemment, mais sauf que c'est beaucoup plus assumé dans d'autres pays. Alors nous sommes incohérents entre la défense de nos intérêts et la défense de nos valeurs, ce qui nous affaiblit. L'incohérence sans la puissance est source de perte de crédibilité, et je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous est largement reproché. Pourtant, la puissance militaire française est quand même supérieure aujourd'hui à la puissance militaire iranienne. Si je prends un exemple, c'est difficile de comparer deux États qui sont trop loin pour se faire la guerre. Oui, mais lorsqu'on se compare, en effet, on peut se rassurer, mais les capacités d'intervention de l'armée française, on le sait tous, sont très limitées. Des rapports sont venus l'attester, et même sur le théâtre africain, nous n'avons pas agi tout à fait seuls. Donc il faut aussi se rendre compte de nos moyens, ils sont importants, mais aussi de leur diminution et de leur limite. La principale raison d'espérer, puisque votre livre, quand même, où les questions qu'on a soulevées sont assez peuvent pousser au pessimisme, la principale raison d'espérer pour vous ? La principale raison d'espérer, c'est que lorsque l'un des grands faits d'armes de la France des 20 dernières années, c'était en 2003, lorsque nous sommes opposés à la guerre en Irak. Nous étions en avance sur les nations européennes, parce que nous avions compris que cette intervention n'allait pas être comprise par un monde non occidental qui était en train de s'affirmer. Et donc, il y a quand même dans l'appareil diplomatique français, il y a une tradition gaullienne qui font que nous sommes capables de nous adresser au reste du monde, à des pays qui ne sont pas occidentaux. D'où l'importance de ne pas s'enfermer dans un bloc occidental dans lequel l'Europe va perdre son autonomie. Il faut que la France se reconnecte avec sa tradition géopolitique et s'adresse à des pays vis-à-vis desquels elle n'a plus l'habitude de parler. Par exemple, l'Amérique latine. Quelle est notre vision aujourd'hui de l'Amérique latine ? Le Mexique est en train de s'émanciper géopolitiquement des États-Unis, le Brésil s'affirme. Nous n'avons plus de véritable politique latino-américaine. La mano en la mano, disait De Gaulle dans son discours à Mexico, aux Mexicains. La France et le Mexique vont se développer la main dans la main. Est-ce qu'on peut encore réveiller ces vieux réseaux ? Mais la France a un réseau diplomatique qui fait partie des plus importants du monde. Il y a encore une fois une tradition historique, une langue française qui continue malgré tout d'être parlée par un nombre de locuteurs importants. Nous siégeons de moins en moins comme langue étrangère. Et oui, mais par rapport encore une fois à d'autres pays, ça reste important. Nous siégeons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, nous avons tout un ensemble d'atouts que tout le monde connaît, mais qu'il faut désormais mettre au service d'une vision stratégique française et européenne. Et je crois qu'elle fait défaut aujourd'hui. C'est plutôt un déficit intellectuel qui aujourd'hui nous fait défaut sur la scène internationale. Et vous parlez justement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, 5 membres permanents, États-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne. Si réforme il y a de ce Conseil de sécurité, qui perdra son siège, c'est nous. Mais ce serait une grave erreur que de perdre notre siège. Personne n'a dit que ce serait nous qui prendrions la décision, mais globalement, ce n'est plus du tout en rapport avec le poids politique ou économique de la France. Mais pour qu'on perde notre siège, il faudrait qu'on l'accepte en tant que membre permanent des Nations Unies. Voilà, il faudrait que la décision soit française et qu'elle soit approuvée par les autres et que le veto soit tenable. Par contre, il y a une évolution qui moi m'inquiète, c'est-à-dire que vous avez à la fois Emmanuel Macron qui affirme quand même une tradition gaullienne lorsqu'il revient de Chine et qu'il dit que les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain. Ça me semble être du bon sens gaullien en quelque sorte. Mais par ailleurs, il défend
défend avec l'Allemagne la fin de l'unanimité sur les initiatives de politique étrangère au sein du Conseil européen. C'est-à-dire que demain, à la majorité, les 27 pourraient décider d'un certain nombre d'initiatives en termes de politique étrangère. C'est l'assurance pour la France d'être systématiquement minoritaire, puisque nous sommes les seuls à avoir des prétentions, des velléités indépendantistes pour l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Allez, en tout cas, merci à vous, Max Erwan Gastineau, auteur de ce livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. C'est publié aux éditions du Cerf, Esteban. Oui, tout de suite, vous avez rendez-vous avec